Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, l'américain, et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi, je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste. C'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry. Alors c'est nous les caribous parce que il fait froid, il commence à faire froid chez nous. On est dans le Doubs et voilà, on est bien dans l'automne et il y a l'hiver qui arrive. Ouais, il va falloir commencer à se préparer à l'arrivée de notre très chère neige. Voilà, ça veut dire manger des patates et du fromage, donc ça me va. En fait, j'ai pensé l'autre jour, le Doubs, j'aime bien ce nom de coin. En anglais, ça fait sweet or salt, la traduction de Doubs, pas exactement écrit de la même façon. C'est mignon, moi j'aime bien ce nom, le Doubs. Oui, et en plus, je trouve que ce nom correspond tout à fait au joli paysage qui nous entoure, qui est très doux. Exactement. Donc merci beaucoup à tout le monde pour le retour lors du dernier épisode sur la course à pied. Merci aussi à nos deux invités et leur podcast, donc allez les écouter. Donc c'est Redouane et Course Épique. Donc c'était vraiment très chouette. J'avais une question, c'est comment faire un review, comment liker des choses sur Apple. Bah déjà sur Apple Podcast vous mettez subscribe ou abonner, donc vous cliquez sur abonner et tout en bas il y a write a review, écrire un critique, ou écrire un review. Vous pouvez mettre 5 étoiles et nous mettre un petit mot, ça nous fait toujours du bien. Bon, on a un épisode un petit peu différent aujourd'hui, Fanny. Oui, effectivement, c'est un épisode un petit peu différent aujourd'hui puisque c'est un épisode de questions-réponses et les questions, on les a récoltées lors d'un salon du bien-être organisé par Fabrice Macos, notre coach qui a participé avec nous à 2 épisodes. Et du coup, c'est vrai qu'on a profité de ce salon pour voir un peu si les personnes avaient des questions diverses et variées autour de l'alimentation, du rapport au comportement alimentaire, etc. Et on a quand même eu quelques petites questions, donc on va y répondre aujourd'hui. Voilà, c'était un grand plaisir de rencontrer plein de personnes lors de ce salon, et en fait ça fait toujours du bien parce que tout le monde était là pour le bien-être, donc de savoir un peu les approches différentes qu'il y a par rapport à autour de ce thème de bien-être. Je pense qu'on peut faire un autre épisode là-dessus. Oui, et en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est que on se rend compte que autour de nous, il y a beaucoup de gens en fait qui sont dans une bonne dynamique de prise en charge des problématiques, quoi, avec chacun son approche, sa vision de la situation. Et je pense que c'est le cas chez nous, mais c'est le cas en fait de partout. Donc, si vous êtes à la recherche d'approches un peu complémentaires, différentes, faites jouer le bouche à oreille, essayez de vous renseigner autour de vous ce qui existe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens bien intentionnés qui sont là pour accompagner les autres. Ouais, et je pense que nous aussi, on a déjà dit une fois, mais il faut que le courant passe. Il faut trouver la bonne personne où ça marche. Et pour moi, j'ai eu de la chance de se connaître tous les deux, et aussi avec Fabrice. Et donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc voilà. Donc si vous sentez le besoin, c'est de se couper de soi-même, c'est toujours une bonne idée. Allez, tout de suite, on va passer aux différentes questions. On y va? Allez, c'est parti. On est très content d'être là à l'hébergement avec Fabrice. Oui. On se connaît sur ce podcast. Oui. Donc Fabrice qui est venu pour parler du sport, d'arts martiaux et toutes ces bonnes choses. Mais aujourd'hui, tu as une question pour nous, Fabrice. Oui, j'aimerais connaître un peu les effets du stress et de l'anxiété sur la prise ou la perte de poids. Ouh là là. Ça a l'air d'être une sacrée question, Fanny. Qu'est-ce qu'on pense? C'est une sacrée question. Attends. Merci, on va faire 10 podcasts sur le sujet. Waouh. Donc, le stress, je reformule. Quel est l'impact du stress sur la prise de poids? Oui. D'accord. Le stress, l'anxiété, perte ou prise, Ok. Bon, on va réfléchir. On répondra à cette question avec plaisir, pas de souci. Bon, les effets de stress sur la prise ou perte de poids. Personnellement, moi, je pense que je mange quand je suis stressé. Et surtout, je bois plus aussi. Et voilà, boum, il y a les kilos qui arrivent. J'ai jamais, en fait, maigri, de mémoire, j'ai jamais maigri quand j'étais dans un temps de stress. Normalement, c'est toujours normalement, le plus gros je suis, un peu le plus malheureux je suis aussi. Mais c'est pas forcément l'inverse non plus. C'est pas forcément parce que je suis plus mince que je suis
suis plus content, mais c'est sûr que quand je suis au-dessus de mon poids actuel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. C'est vrai que encore une fois, il n'y a pas une réponse unique pour tout le monde. Toi, ta réaction au stress, c'est ça, c'est-à-dire que ça va te faire plus manger, plus boire un petit coup et tout ça. Ça s'explique parce qu'effectivement, le stress, c'est des émotions négatives, inconfortables, qui s'invitent dans notre tête, dans nos ressentis. Et comme on a une tendance naturelle à vouloir éviter ces ressentis désagréables qui nous traversent tous par moments, on met tous en place des stratégies pour essayer de les éviter. Et la stratégie de manger des aliments souvent gras ou sucrés, ou de boire un petit coup parce qu'il y a ce côté réconfortant, doudou, c'est une stratégie qui fonctionne très bien et donc qui, lorsqu'on n'est pas bien, va être très présente pour certaines personnes. Donc j'ai réussi, moi. Donc, t'as trouvé ta technique, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne? Je pense pas, mais bon. Alors, ça peut être une technique si c'est une stratégie parmi plein d'autres stratégies de réconfortement. Je ne sais pas si ce mot existe. C'est pas forcément grave. Le problème, il vient quand c'est la seule réponse à toutes nos problématiques et que chaque fois qu'on n'est pas bien pour X ou Y raison, on va manger quelque chose. Alors là, oui, on commence à voir les kilos potentiellement s'accumuler. À l'inverse, il y a des gens qui perdent du poids quand ils sont stressés. Il y a des gens, les contrariétés ou la tristesse ou la tension, le stress, etc., vont plutôt leur couper l'appétit et puis ces gens-là, ils vont plutôt avoir tendance à maigrir. Alors effectivement, ça c'est encore hyper personnel. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes sur laquelle moi j'ai pas vraiment de réponse. Et puis pour en avoir parlé avec des collègues diététiciennes, on est un peu désœuvrés devant ces cas-là. C'est qu'il y a des personnes qui ont eu des gros stress et qui finalement ont peut-être pris du poids à un moment, mais qui maintenant ne sont plus spécialement stressés, ou le sont mais ne s'en rendent pas forcément compte, et chez qui du coup il y a une sorte de blocage, on dirait qu'il y a un blocage physiologique qui fait que on n'arrive plus à faire bouger le poids ni dans un sens ni dans l'autre, comme si le corps était un peu en pause, voilà. Ça arrive régulièrement d'avoir des gens chez qui finalement il n'y a plus rien qui fonctionne, et souvent effectivement c'est des gens qui sont quand même très tendus, très stressés globalement. Et là, moi j'ai pas d'explication rationnelle en fait à ça. Il y en a peut-être, je les connais peut-être pas physiologiquement. Alors là, après, c'est vrai qu'il faut aller peut-être travailler sur l'aspect plus psychologique, ou même aller complètement explorer d'autres pistes, type hypnose, moi souvent je travaille avec une personne qui fait de la médecine chinoise ici, qui des fois peut débloquer des choses aussi qui moi à mon niveau en fait que je n'arrive pas à expliquer, quoi. Ok, donc on réagit tous différents au stress. Ce qui est important aussi de se rendre compte qu'on est dans un moment difficile comme ça, et si on se rend compte que tiens, je commence à grossir, et pourquoi, ou perdre, et pourquoi, d'être capable de faire quelque chose par la suite, de réagir. C'est ça. Exactement. Déjà la prise de recul et la prise de conscience de ce dans quoi on est, c'est vraiment la première étape, et puis ensuite on peut essayer de répondre à cette problématique, quelle qu'elle soit, quoi. Prochaine question. Allez, c'est parti. Moi, j'ai 40 ans cette année, donc je suis infirmier. Je pense que j'ai assez bien effectivement toute la théorie par rapport à ce qu'on doit manger, ce qu'on doit pas manger, à quoi il faut faire attention, etc. Et depuis pas mal d'années, effectivement, avec ma femme, on essaie de faire attention à ce qu'on mange. On a réduit nos quantités de viande. On boit un peu moins d'alcool aussi. C'est limiter un peu effectivement les excès, les choses comme ça. Et puis d'essayer d'aller plus vers une alimentation plus variée, avec plus de légumes, aller chercher aussi les choses qu'on a moins l'habitude de manger en termes de légumes secs, etc. Enfin, voilà. La théorie, on essaie de l'appliquer au maximum. Moi, mon souci, c'est, ce qui est encore compliqué pour moi de gérer, c'est vraiment le côté c'est plutôt le soir en fait. Après le repas du soir, j'ai vraiment de la peine à me contrôler pour pas continuer encore à manger un peu après que le repas du soir il soit fini en fait. Les autres moments de la journée, je suis pas vraiment quelqu'un qui grignote. Bon, à part si vraiment on me met des choses sous le nez, ça peut être des fois difficile.
Mais je sais pas pourquoi. Le soir, effectivement, même quand mon repas il est fini, j'ai encore cette impression d'avoir envie ou besoin de remanger encore un peu derrière. Je pense que t'es pas toute seule. Oui, je me doute. Je me doute. Ouais, c'est assez souvent le soir. C'est vrai que ça ressort souvent. Soit le retour du travail, soit le soir. Bon, j'ai l'impression que c'était moi qui parlais, sauf il a pas d'accent et il a une jolie voix, je suis un peu jaloux. Bon, grignoter, tu disais soit le soir ou soit après le boulot? Oui, c'est souvent. Oui, alors dans ce que ce monsieur nous dit, il y a plusieurs choses. Déjà, sa démarche de manger un peu différemment. Hein. Il commence par parler de ça. Le fait qu'avec sa femme, ils ont commencé à changer un peu leurs habitudes alimentaires, de manger un peu moins de viande, d'essayer de manger un peu plus de légumes secs, etc. Donc déjà, ça, c'est vrai que là, on parle vraiment de l'aspect équilibre alimentaire, hein, dont on a parlé dans des épisodes précédents. Ça, c'est vrai que c'est important. De partir sur une base où on est à peu près sûr que l'équilibre global alimentaire est respecté parce que on évite les fringales qui peuvent être liées à des déficits de certains nutriments. Des fringales. Des fringales, tu connais pas ce mot? J'imagine c'est quand on mange beaucoup. Alors c'est pas forcément quand on mange beaucoup, c'est des envies de manger qui arrivent un peu comme ça, qui sans crier gare, quoi. D'accord. C'est pas des vêtements, des fringales. Non, c'est des fringues. Allez, attends, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Voilà, donc c'est vrai que cet aspect équilibre alimentaire, bon, bien sûr, ce monsieur, j'ai pas analysé précisément l'équilibre de ses repas, mais on va dire que théoriquement, si déjà on a un équilibre alimentaire qui est plutôt bon, on peut imaginer que les fringales du soir ne sont pas liées à un manque de certains nutriments. Déjà, ça, c'est une base qui est quand même importante. Maintenant, si on part du principe que donc ce monsieur mange globalement équilibré et donc que les fringales sont vraiment plus liées à un côté un peu émotionnel doudou, c'est vrai que cet aspect-là, on le retrouve beaucoup en fin de journée, donc retour du boulot ou soirée. Pour la plupart des gens, c'est très lié au fait d'un relâchement entre guillemets qui est plutôt sain, hein, c'est-à-dire j'ai fini ma journée, c'est bon, je peux souffler, ça y est, je rentre, je suis un peu dans mon cocon, je suis un peu dans mon environnement rassurant, et puis avec ça automatiquement va venir peut-être l'aspect j'ai envie de manger quelque chose qui est réconfortant, donc souvent quelque chose de gras ou de sucré. Pâté, croûte, saucisson. Ça peut aussi, ouais, c'est gras. J'ai dit ça par hasard. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'en fonction des gens, ça va être plutôt fromage, charcuterie ou chocolat et gâteau. Voilà, si on est plus sucré ou salé. Mais c'est vrai que ça correspond souvent à ce moment un peu doudou, quoi. Un peu, je me fais du bien, c'est mon petit moment de réconfort. Ouais, non, c'est intéressant parce qu'il y avait un moment où je faisais du intermittent fasting et tout, et ça, j'étais assez surpris parce que j'ai bien réussi de pas manger entre, on va dire, 9h du soir jusqu'à midi le jour après, mais vraiment, c'était quand même un exercice mental assez fort, ou que j'ai réussi. Aujourd'hui, je le fais plus. Je sais pourquoi, parce que j'ai un certain niveau de stress qui m'arrive aujourd'hui et je vais pas me mettre ça en plus parce que déjà je pense que c'est pas le moment. Donc une chose que j'ai appris, c'est d'être relaxed avec moi-même, je pense, et voilà. Donc je sais que je peux à un certain moment dire ok, bon là j'arrête pendant un certain temps, je peux faire cet intermittent fasting pendant 6 mois même si j'ai besoin, mais parfois il faut être flexible. Ouais. Bah super, écoute, franchement c'est top parce que du coup tu t'adaptes à ton contexte actuel et t'es flexible, c'est ce que t'as dit, et c'est vraiment top. Je progresse. Oui. Allez, prochaine question. Allez, on est content d'avoir une autre question. Oui, bonjour, je m'appelle Catherine Chauvin. Voilà, je suis naturopathe et je venais vous poser une petite question qu'on me pose régulièrement. C'est voilà, moi je mange beaucoup de légumes, presque que des légumes, et j'arrive pas à perdre du poids. Pourquoi? Donc voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question aussi. Ouais, on se fera un plaisir de te répondre, Catherine. Alors, je mange presque que de légumes, mais j'arrive pas à perdre du poids. Quelles sont les pistes alors, Fanny? Alors, encore une fois, c'est du cas par cas, ce serait vraiment à étudier dans le contexte global des personnes, parce qu'il y a des gens qui pensent ne manger que des légumes, alors qu'en fait, ils mangent pas que des légumes réellement.
Voilà. Il peut y avoir une forme de biais, un peu de perception de comment on fonctionne et de ce qu'on fait. Donc ça, c'est une première chose, et ça, bon, effectivement, c'est vraiment du cas par cas. Maintenant, une personne qui vraiment consomme principalement des légumes et n'arrive pas à perdre de poids, ça peut être dû au fait, en fait, que le corps, il a pas ce qu'il lui faut. Non, parce que manger que des légumes, c'est pas manger équilibré. Le corps, il a quand même besoin, alors oui, certes, des légumes, des vitamines et des minéraux qui sont contenus dans les légumes, mais il a aussi besoin des protéines, il a aussi besoin des lipides, il a aussi besoin des glucides, notamment type féculents et tout ça, dans des proportions variables en fonction du niveau de dépense énergétique, bien sûr, mais il a quand même besoin de ces nutriments-là pour bien fonctionner. Et donc, si en fait, on lui amène pas globalement à peu près tout ce dont il a besoin, il va pas pouvoir fonctionner de manière optimale et potentiellement ne pas faire ce qu'il faut pour pouvoir utiliser les réserves. Il se met un peu il est un peu là pour le coup aussi en économie d'énergie parce qu'il a pas ce qu'il lui faut, quoi. Donc manger que des légumes, c'est pas manger équilibré, j'insiste, et ça n'est pas forcément un gage de perte de poids. Est-ce qu'on va faire des ennemis avec des végétariens? Non, parce que les végétariens, ils mangent pas que des légumes. Alors, si on parle vraiment des végétariens, non, les végétariens, l'objectif quand on est végétarien, c'est quand même de trouver tous les nutriments dans l'alimentation. Donc, que ce soit des protéines, des lipides et des glucides, on en trouve dans plein de choses, même en étant végétarien, il n'y a pas de souci. Dans les légumes secs, dans les œufs. Pour les végétaliens, donc qui mangent aucun aliment d'origine animale, ça se complique un petit peu quand même, hein, parce que les végétariens, eux, ils ont les œufs, les produits laitiers, il y a quand même une variété alimentaire qui est encore relativement riche. Maintenant, les végétaliens, c'est plus compliqué. Mais voilà, être végétarien, c'est pas manger que des légumes. Ouais. Et manger que des légumes, c'est vraiment pas suffisant, quoi. On avait un autre commentaire par rapport à les légumes, donc on va l'écouter tout de suite. Je m'étais décidé à remettre en question comment on mange. Je mange comme ça parce que ma mère, sa mère, etc., etc. On a mangé comme ça se reproduit ce genre de schéma. On mange comme on nous a fait à manger. Et du coup, je me suis dit que ça aurait pu être intéressant d'essayer de déconstruire un peu pourquoi je mange comme ça. Et je m'étais intéressé. J'avais mangé pendant, je crois, à peine un an. Je m'étais dit tiens, je vais manger cru. Genre, je mangeais des énormes salades et j'avais diminué beaucoup le lactose, beaucoup le gluten. J'avais essayé plein de trucs en même temps, par simple envie d'expérimenter. Parce que niveau gabarit, j'ai toujours été fluet, on va dire. J'ai toujours eu ce gabarit-là. Et j'ai essayé par curiosité. Okay. Et c'était intéressant quand j'ai commencé de manger cru. J'ai eu des envies vachement nettes. Il me semble qu'en premier lieu, c'était la viande. J'avais vraiment envie de viande. Après, ça a été le chocolat, je crois. Vraiment des envies, vraiment très envie. Et après, le poisson. Le poisson style sardine, maquereau, ça. Une fois que j'ai passé ces trois moments où j'avais vraiment envie de ces aliments-là, ça s'est lissé. Est-ce qu'il y a un nom pour ça? Hyper intéressant. De manger que cru? Oui, il y a un nom pour ça. Je crois que c'est le crudivorisme, il me semble. Non, mais l'expérience est hyper intéressante. Effectivement, je répondrai du coup dans le podcast là qu'on enregistrera là-dessus, mais oui, il y a plein de choses hyper intéressantes en fait dans ce que tu évoques et dans ce côté déconstruction du modèle, du pourquoi je fonctionne comme ça, c'est super intéressant. Donc merci. Ouais, et question aussi, c'est pourquoi tu l'as fait? Tu voulais un peu décortiquer pourquoi et qu'est-ce que tu manges en fait? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui était pour toi le retour par rapport à ça? Après un an, tu te sentais comment en fait? En vrai, il n'y a pas eu énormément de fluctuations ni au niveau du poids. Je me suis pas senti affaibli. Pourtant, j'avais un boulot physique, donc je mangeais par contre des quantités qui étaient plus importantes. Mais j'ai pas ressenti de fatigue, pas de hausse d'énergie non plus. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un grand changement. Mais pour toi, c'était une bonne expérience. C'est une bonne expérience, ouais. Essayer de couper les choses, de savoir pourquoi on fait ça ou autre, c'est des choses qui m'intéressent pas mal, ouais. Ok, super, merci. Ouais, merci beaucoup. De rien. Bon, moi, j'adorais cette question parce que toi, t'étais là, intéressant, ouais. Et moi, j'étais complètement perdu, mais quoi, mais comment, mais pourquoi t'as fait ça, manger que cru? Je trouvais ça magnifique.
Oui. Non, c'est vrai que ce témoignage, il est hyper riche. Je vais essayer de reprendre les choses un peu dans l'ordre, mais il y aurait de quoi en parler pendant vraiment longtemps. Première chose, moi qui me saute aux oreilles, c'est quand il parle qu'il veut déconstruire les habitudes et directement il parle de sa mère et de la mère de sa mère. C'est un truc de femme, la bouffe. Donc déjà, c'est une mini parenthèse, mais c'est parlant. Le rapport de l'alimentation avec les femmes est quand même très particulier. Je pense qu'on va me le mettre sur la liste d'épisodes parce que moi aussi, je pense que ma relation de nourriture, ça vient de ma maman aussi, qui était dans ce registre, elle, dans ce manger cru, manger direct de la terre, manger que de légumes. Donc c'est pour ça peut-être j'étais un peu horrifié, mais Ouais, c'est vrai que et lui c'est l'inverse en fait. Hein. Il a voulu déconstruire ce qu'on lui avait proposé en allant manger cru. Donc c'est l'inverse de toi, mais il y a quand même toujours cette histoire de maman, de femme derrière. Bon, à creuser. Ensuite, c'est vrai que alors vraiment, c'est ce que je dis directement dans la foulée de son commentaire, c'est cet aspect curiosité que je trouve qui en fait fait toute la différence entre une personne qui va se lancer dans moi je mange cru parce que par idéologie ou parce que j'ai lu que si que ça que un côté très idéologique de la démarche, ou alors qui fait ça en espérant perdre du poids. Lui, il fait ça par curiosité. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Cette démarche de base de se dire, en fait, on m'a proposé ce modèle et je vais le déconstruire parce que j'ai juste envie d'expérimenter et d'essayer autre chose. Je trouve que déjà, c'est une démarche qui est super intéressante pour l'alimentation, mais je pense qu'on peut la décliner sur plein d'autres domaines de nos vies. Donc c'est vraiment super, quoi. Et là-dessus, je rebondis sur l'aspect perte de poids. Il le dit, il dit finalement, il a changé plein de choses, il a mis en place plein de choses et il n'y a pas eu de variation de poids. Donc, c'est en ça que vraiment faire ce genre de démarche ou se mettre à manger, que du cru ou que du jaune ou que on peut inventer n'importe quoi dans un objectif de perte de poids. Ça fonctionne pas forcément. Ce monsieur, il a pas de problème de poids. Il était dans la recherche des sensations, dans un sens. Exactement. Et c'est ce qu'il évoque aussi, il dit, quand j'ai commencé à manger cru, j'ai eu des sensations, des envies qui ont été très nettes, et ça s'appelle les envies spécifiques. On en a tous, mais effectivement, elles sont pas toujours très nettes. Et lui, il parle de viande, il parle de principalement chocolat au milieu, poisson, sardines, et on voit que les envies, elles sont très très liées du coup aux protéines. Ça a fait le lien avec ce que je disais avant. Le corps, il réclame ce dont il a besoin si on l'écoute. Et lui, dans sa démarche de curiosité et d'expérience, du coup, il est complètement dans l'écoute de ses besoins, ce qui fait une énorme différence avec les gens qui vont mettre en place ce genre de démarche de manière très mentale et contrôlée, où du coup ils le font, ils suivent des règles mais sans être à l'écoute, et ça fonctionne pas du tout de la même manière. Ouais, pour lui on a le sentiment que c'était un voyage et le but n'était pas de tout le perdre de poids. Bon, moi je le ferai pas, mais par contre je vois l'utilité aussi de dire ok, j'ai fait un peu de l'abstraction de ma journée normale. Chez moi ça m'a fait penser un peu de Dry January que je fais après les fêtes et tout. Bon, on a bu le champagne, machin. C'est Dry January, c'est l'idée qu'on boit pas pendant le mois de janvier. C'est assez anglo-saxon, c'est assez anglais, je pense, à la base. Et c'est assez sympa à faire parce que peut-être le Dry January, ça devient un Dry February, ça peut devenir un Dry March. Dry April, c'est un peu loin, mais ça peut aussi parce que on change le quotidien. Oui, ça coupe les automatismes dans lesquels on est. Toi, c'est au niveau de boire plutôt de l'alcool, là, dans ce que t'expliques. Mais ça peut être effectivement dans l'alimentation. Et en fait, le fait de couper ces automatismes et de revenir à quelque chose de moins cadré, ça ouvre plein de portes. Vraiment, merci pour ce témoignage parce que je le trouve extraordinaire. Oui, c'était vraiment riche et ça me fait beaucoup penser à un livre qui s'appelle No Impact Man. C'est par un monsieur qui voulait changer son quotidien habitant en New York City, où il voulait avoir un impact zéro sur l'environnement. Je vous invite d'aller chercher ce livre et documentaire. Allez, on passe aux dernières questions. Je travaille avec des jeunes entre 15 et 22 ans. Et ce que j'observe,
c'est que plus les années passent, plus ils ont du mal à se nourrir et avoir une hygiène de vie qui est saine, quelque chose qui va leur permettre de bien fonctionner, que ce soit pour faire leur formation, que leur formation elle soit il y a une dimension physique dans le travail qu'ils font ou bien pas. Moi, je travaille dans le paysagisme, donc effectivement, il y a une dimension physique, donc ça les handicape d'autant plus s'ils se nourrissent pas bien. Mais d'autres qui travaillent je travaille dans un centre de formation, et il y a d'autres secteurs aussi où les jeunes, ils font pas un travail qui est physique, mais globalement, quand on discute entre formateurs, on observe une baisse de manière globale, quels que soient les secteurs de l'état physique des jeunes en lien avec une nutrition inadaptée. Comme je disais avant, il y en a certains qui déjeunent aux chips Red Bull, puis ça c'est quelque chose, je pense, qui est assez dramatique pour démarrer une journée, quelle qu'elle soit, physique ou non. Ce témoignage est intéressant, d'autant plus que c'est vrai que moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai pas l'occasion d'être au contact d'un nombre important de jeunes de cette catégorie d'âge, et donc j'observe pas trop ce genre de phénomène. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant à entendre. Je peux pas expliquer d'où ça vient. Peut-être c'est ce côté de notre société où on est toujours dans le plus rapide, dans le plus efficace. C'est vrai que chips Red Bull, le matin, c'est sûr, c'est rapide, c'est rapide et efficace. Mais bon, c'est très très mauvais, on est d'accord. Donc après, ça peut être un manque de connaissances. Bien que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent, donc le manque de connaissances, j'en suis pas convaincue. Maintenant, effectivement, lui, il parle de l'impact sur la santé, sur la concentration, sur la force un peu physique. Alors, bien entendu que ça a un impact. Le corps, il se construit au jour après jour avec ce qu'on lui amène. La nourriture, faut essayer d'imaginer ça comme des petites briques qui sont là pour entretenir notre corps, remplacer des choses quand on a besoin que ce soit remplacé. Chez les jeunes, et notamment les enfants, jeunes ados ou adolescents qui sont encore en croissance, c'est au-delà de ça, il y a du remplacement des petites pièces défectueuses, mais il y a aussi de la construction du corps, des muscles, des os, de tout en fait. Et du coup, c'est vrai que si on amène des aliments qui sont pas de bonne qualité, le corps, il trouve pas ce qu'il lui faut, et donc il fonctionne pas de manière optimale, c'est clair. Donc là, on repart sur quelque chose de lié à l'équilibre alimentaire et à ce que j'ai pu évoquer dans les autres questions. Oui, forcément, l'éducation nutritionnelle à ce niveau-là, pour cette population, ce serait hyper important. Oui, c'est intéressant. Tu avais dit 2 mots-clés, à mon avis, c'est éducation. Ouais, ça c'est une chose. Donc éducation dans la famille, éducation générale par rapport à la nourriture. Et le deuxième, c'est accès. Et pour moi, donc je voulais vous dire, en France, je trouve que vous mangez quand même pas mal à l'école, je trouve. J'étais prof aussi pendant 2-3 ans dans les collèges et lycées, donc j'ai vu des cantines et je disais waouh, j'étais assez impressionné par rapport à moi quand j'étais à l'école aux États-Unis dans les années 80-90. Ça pouvait être, si on voulait, pizza ou burger tous les jours en fait. Et là, je parle plutôt de l'accès et aussi éducation, parce que si c'est tous les jours, frites tous les jours, c'est pas une bonne chose. Et je pense que l'Américain de base, il est pas au courant et peut-être il le sait pas, parce que si l'école lui donne des frites tous les jours, non. Et heureusement, je pense que ma fille, elle a le droit de frites 1 fois par semaine aujourd'hui. Je trouve ça vraiment très très bien. Je trouve ça magnifique. Oui, c'est vrai que en France, il y a vraiment des normes pour tout ce qui est restauration collective, et du coup, tout est calibré, c'est-à-dire que les produits gras, les produits frits, c'est 1 tous les 20 repas, par exemple. Enfin, tout est normé, et donc les diététiciennes ou diététiciens ou les cuisiniers qui font les menus sont contraints par ce genre de normes, et donc respectent un équilibre alimentaire. Oui. C'est intéressant parce qu'en même temps, les enfants, depuis toujours, ils veulent manger des bonbons. Et ça, c'est normal, il y a un côté très normal. Mais ouais, je voulais juste partager mon expérience. C'était en 89-90, j'étais à lycée. Et en fait, il y avait des food trucks à cette époque-là qui sont venus à le rue à l'opposé du lycée. Donc les gamins, on allait acheter du pizza et un coca, du root beer, parce que j'aimais bien le root beer. C'est comme un Dr Pepper, si vous savez. Et en fait, pour 4 €, c'était 10 fois mieux de manger du pizza et un root beer plutôt que d'aller dans la cantine. Donc, mais ça, c'était déjà comme ça il y a 30 ans. Donc bien sûr que les États-Unis, c'est un des pays le plus gros aujourd'hui, parce que si j'ai commencé à manger comme ça à 14-15 ans, oui, c'est normal.
Oui, et c'est vrai que l'éducation nutritionnelle est importante et je pense qu'il y en a quand même pas mal à l'école malgré tout, hein, plus que moi quand j'étais enfant. Mais après, l'adolescence, c'est une période d'expérimentation et même si on n'a pas des food trucks en face du lycée chez nous, il y a quand même les supermarchés et c'est quand même très habituel de voir les ados à la sortie du collège ou du lycée aller s'acheter des chips, des boissons sucrées, etc. Et il y a beau avoir les connaissances théoriques, je pense que ça c'est compliqué à contrer, quoi. Dans l'absolu. Ouais. Mais en même temps, c'est une expérimentation, donc c'est pas fin du monde s'ils vont manger des M&M's. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que pour refaire le lien avec la question, c'est sûr que si au quotidien, on est vraiment sur quelque chose de complètement déséquilibré, ça n'ira pas. Maintenant, je dirais que globalement, les connaissances des jeunes, elles sont, en termes de nutrition, elles sont meilleures qu'il y a 10 ans. Et ça n'empêche pas qu'ils vont faire leurs expérimentations et que, dans une certaine mesure, c'est normal. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à la question, il faut juste arriver à personnaliser la réponse, quoi. Bon, merci à tous ces personnes pour toutes ces questions superbes. Je dirais pas de petites graines aujourd'hui, sauf que peut-être c'est normal d'avoir des questions par rapport à la nourriture à n'importe quel âge, hein, de très jeune à 47 ans comme moi et même peut-être plus vieux. On peut toujours avoir des questions et c'est pas la fin du monde. C'est assez normal, n'est-ce pas? Oui, tout le monde a des questions. D'ailleurs, c'est rigolo parce que il y a pas longtemps, j'ai fait un covoiturage et quand j'ai dit que j'étais diététicienne, je pense que le monsieur m'a parlé pendant 1 heure de questions. Il m'a posé des questions. Donc, je pense que oui, c'est normal. C'est vraiment un sujet qui occupe quand même pas mal de place. Ouais, c'est vrai. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ces questions-là sur notre Instagram. Vous pouvez nous envoyer un petit email. Ça nous fera plaisir et ça peut faire partie d'un prochain épisode. Bon, pour la musique, j'ai pensé que aujourd'hui c'était un peu comme un mixtape, et quand je pense mixtape, je pense à Hamilton. Donc Hamilton, si vous connaissez pas, c'est le show sur Broadway le plus réussi. C'est assez récent. C'est fait par un monsieur qui s'appelle Lin-Manuel Miranda. Donc si vos enfants ils ont vu Vaiana par exemple, c'est lui qui a fait toute la musique. S'ils ont vu Mary Poppins 2, c'est lui qui est un des stars dans ce film-là. Mais en fait, pourquoi il est devenu célèbre? Parce qu'il a fait ce show sur Broadway qui s'appelle Hamilton. Donc Hamilton, ça part en fait, c'est 2 CD, ça dure 2 heures, c'est un truc mais magique. C'est une espèce de show sur la Révolution américaine, sur un des fondateurs de notre pays, qui s'appelle Alexander Hamilton, qui a vécu une vie très intéressante. Et donc en fait, ce qui est aussi, c'est du hip-hop, c'est un Broadway show hip-hop, un peu R&B, un peu de rap pur et dur, et franchement à découvrir. Je pense que aussi vous pouvez le regarder sur Disney+, à la télé. Donc à creuser. Je vais pas plus loin, mais c'est un truc que j'adore. Et ma femme, mes enfants, quand on fait un grand trajet en voiture, on écoute ça pendant 2 heures, on chante le tout, c'est magnifique. Ouais, ça donne envie de découvrir. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bah oui, il me semble qu'on a bien travaillé. Oui, bravo à nous. Et bravo à vous, merci d'être là avec nous, merci d'écouter, merci de partager et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.